vont regarder le deuxième avec votre premier. Ouais, voilà. Ok, fait que dans le fond, faut juste se représenter. C'est comme une télésérie. Parfois, tu regardes le Ouais. premier épisode, puis tu fais Ah, Il y a un c'est petit vrai, recap, là. Ben ouais. Ouais, ok. Parfait. Previously. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, épisode 2, c'est reparti. Bonjour et bienvenue à Femmes en Lumière, récits de vie et contribution sociale. C'est le début de l'épisode 2. Donc, on va se présenter. Moi, je m'appelle Mélodie, je suis organisatrice communautaire à l'ACTUD, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. J'ai aussi un savoir expérientiel. Je suis dans le communautaire depuis à peu près 14 ans. Puis c'est pourquoi ça me fait plaisir d'animer la conversation qu'on a eue et qu'on va avoir aujourd'hui dans le cadre de la Journée des droits des femmes. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez vous présenter ça? Merci, Mélodie. Moi, c'est Janine Foisy. Je travaille pour l'AIDQ pour le projet Valorisation du savoir expérientiel. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Isabelle Poivre, puis je suis une personne avec savoir expérientiel aussi et je travaille pour le CRISIM, le Centre de recherche du CHUM, puis je suis aussi conférencière et patiente partenaire sur divers projets de recherche pour les personnes qui s'injectent. Bonjour, je m'appelle Barbara Rivard. Je suis une personne avec savoir expérientiel. J'ai consommé pendant plus de 25 ans de l'héroïne intraveineuse. Je travaille aujourd'hui à temps plein à Métadame comme intervenante auprès des personnes qui ont des problèmes d'opioïdes. Je suis aussi formatrice dans le programme Profane. Je suis assistante de recherche avec savoir expérientiel à l'ESCODI. J'ai diverses implications. Moi aussi, je fais certaines conférences dans les universités tout à partir de mon savoir expérientiel. Super. Bon, ben, merci Barbara. Merci à vous trois. Donc, la prochaine question, c'est parlez-moi de vos contributions en lien avec le savoir expérientiel dans le domaine de la dépendance. Donc, premièrement, en recherche, c'est ça. Je travaille sur des projets de recherche pour les personnes qui s'injectent pour améliorer la qualité des soins pour eux dans le réseau de la santé. Donc, moi, j'ai été invitée par une de mes anciennes médecins qui en a su pour mon savoir expérientiel. Dans le fond, c'est vraiment pour ça que j'ai été engagée. Je n'avais pas étudié en recherche. J'étais en train de finir mon bac, là. Je ne l'avais même pas fini. Je veux dire, mon ancienne médecin, oui. Oui, c'est une des médecins que toutes les fois que j'ai été hospitalisée en détox, elle m'a vue dans tous mes états, là. Vraiment. Puis là, elle me suivait pour mon premier traitement d'hépatite C. Puis quand elle a vu que j'avais 6 mois d'abstinence, elle m'a dit « Hey, tu te cherches une job, toi? » Elle dit « T'as de l'air allumé. » Puis là, j'ai dit « Ben, ça dépend, quoi. » Puis là, elle a dit « Ah, ben, il y a ma directrice de programme, elle va te contacter, tu sais, prochainement. » Puis moi, je pensais que c'était comme pour faire une entrevue, tu sais, comme pas un focus group, là, mais un peu. Puis finalement, c'était vraiment, ils ont créé un poste pour moi, basé, tu sais, pour m'occuper de la liaison communautaire avec les ressources qui desservent des gens qui consomment, mais aussi pour les aider à adapter leur stratégie de recrutement des personnes, parce qu'ils font de la recherche avec les personnes qui s'injectent. Donc, c'est ça, à travers ce mandat-là, j'ai mis sur pied là, des cliniques mobiles. Ça veut dire, au lieu de faire des entrevues de recherche au centre de recherche, on les fait dans toutes les ressources communautaires, du recrutement de rue. Donc, j'allais vraiment m'asseoir à Berry, parler de la recherche aux gens certains avec qui j'ai consommé. On était tout le temps contents de se voir. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais morte parce qu'on dirait que quand tu n'es plus à Berry, ça veut dire que c'est comme s'il n'y a aucune façon que tu t'en sois sorti, sauf par la mort. Ouais, c'est vrai. Puis pourtant, je suis sûre qu'il y en a qui s'en sortent. C'est juste qu'ils ne reviennent plus jamais. Ouais. Puis il y en a plein qui meurent, malheureusement. Puis, fait que c'est ça. Donc, en recherche, j'ai fait ça. Puis là, ben, ça la donne que, je sais pas, mon cerveau est très bon en recherche. Là, je suis en train d'écrire mon premier article scientifique. Puis je m'en vais présenter dans des conférences nationales, internationales. Fait que c'est quand même... ça, c'est en 3 ans de recherche. Fait que, tu sais, je l'aime aussi, là, parce que c'est ça. Puis je travaille... Ce qui m'aide aussi...
c'est que je travaille avec moi, j'étais là, dans le fond. Tu sais, quand je vais dans les ressources, puis dans les refuges, puis avec le monde de la rue, ça me rappelle tellement où je veux pas retourner. Puis en même temps, j'ai une facilité à les recruter pour des projets de recherche parce que je vulgarise le tout, puis aussi, je suis pas dans la stigmatisation, puis je les rassure, puis tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une force côté recherche. Aussi, je donne j'ai été invitée, surtout dans la dernière année, là, à donner des conférences dans des cégeps, dans des universités pour soit des futurs intervenants en toxico, aussi, en tout cas, différents programmes. Je vais partager mon vécu, puis c'est ça. Il y a aussi, pour le CHUM, dans le fond, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça cool, là. Ils m'ont invité pour que je vienne partager mon vécu à tous les spécialistes de la médecine interne pour, dans le fond, partager mon vécu, puis aussi, puis c'est quand même, il était 60 là, sur 3, tu sais, c'était 3 partages de vie, si on veut, là. Puis là, je donnais mes suggestions de qu'est-ce qui m'aurait aidé, moi, quand j'étais pris en charge à l'hôpital. Tu sais, des fois, pour moi, c'est des choses, puis sûrement pour vous aussi, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour nous, mais que c'est une force, tu sais, qu'on a. Puis moi aussi, je me rends compte que toutes ces années-là, bien, ils ont servi à quelque chose, que maintenant, je peux redonner à la société, je peux réparer mes torts à la société aussi en faisant des conférences comme ça, puis en partageant mon savoir expérientiel pour essayer de sensibiliser, déstigmatiser. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je me mets je me sens un peu toute seule dans tu sais, des fois, c'est intimidant aller faire ces conférences-là, vous le savez, là, c'est... Tu sais, t'es devant des spécialistes, tu sais, moi, j'y vais sachant... Des fois, j'ai l'impression que je m'en vais en première ligne de guerre, tu sais, de comme je vais me rendre vulnérable, me dénuder devant les gens. J'allais faire une joke plate, là, pas comme dans le temps, merde. Mais tu sais, me mettre vulnérable, mais que pour que ça serve à quelque chose, pour un peu semer la graine de comme... Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne-là me juge, mais peut-être qu'éventuellement, ça va aider pour traiter un prochain patient. Tu sais, fait que ça, c'est de ce côté-là. Puis aussi, cette année, j'ai été invitée par le ministère pour partager mon vécu à une table interministérielle où il y avait 23 ministères pour faire passer un plan stratégique pour la prévention des surdoses. Puis je trouvais ça drôle parce qu'à la fin, j'avais comme le ministère de la Justice qui est comme « Merci, Madame Boisvert ». Puis là, je suis comme « OK, c'est vraiment un full circle moment de comme... » Puis je suis remplie de gratitude dans ces moments-là de comme crime, comme c'est super valorisant. Puis en même temps, des fois, j'ai des fous rires, tu sais, parce que je suis comme « Voyons donc », là, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis... sinon, ben là, c'est ça. Puis des conférences, c'est différentes conférences. Fait que, ouais, puis je sais aussi, dernière affaire, excusez, c'est beaucoup, là, mais intéressant. Je sais aussi, tu sais, mon premier contrat comme, on dirait que je fais du PR pour la IDQ, là, mais crime, c'est quand même ça, là. Mon premier contrat que j'ai fait comme experte concernée, là, avec savoir expérientiel, c'est l'AIDQ qui me l'a donné. Puis on a bâti un outil ensemble qui s'appelle Stickman d'intervention. Puis après, on a donné des ateliers. Puis c'était la première fois, tu sais, que j'étais comme payée en tant que travailleur autonome, en tant qu'experte de vécu. Puis là, après, ça l'a juste déboulé. Donc, je tiens à remercier l'AIDQ pour ça, là, parce que c'est ça. Fait que c'est ça, là. Merci, Isabelle. Ouf, c'est complet, ça va être dur de parler après toi. C'est vraiment, mais c'est stimulant. Je fais beaucoup moins de choses que toi, mais ça m'ouvre des portes aussi dans ma tête, là, de choses que je pourrais faire. Quoi dire? Ben, je vais commencer par l'ESCODI parce que c'est ce qui ressemble un petit peu pour enchaîner avec Isabelle. À l'ESCODI, je suis là, c'est souvent, il y a différentes activités, guidelines qui écrivent et tout, je suis sollicitée, mais je suis aussi, on a comme une communauté de pratique une fois par mois où je suis la seule patiente parmi une gang de 20, 60
plutôt 40-60 médecins. Puis, je suis là, mais je suis toute seule. Je me sens des fois un petit peu démunie. Mais je suis là pour améliorer, tu sais, pour que les médecins aient accès à ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre côté de notre point de vue, pour améliorer la relation patient-médecin. Souvent, tu sais, les médecins c'est pas nécessaire. Ils ont été à l'école, c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Ils ont une fonction un peu paternalisante. Puis on essaie de transformer la relation pour que ça soit plus que le patient soit plus impliqué dans son traitement, puis que ça soit pas une relation de pouvoir inégale et tout. Fait que je suis là pour revisiter des choses qui sont pas allées quand je consommais, effectivement, que ce soit avec les pharmaciens, les médecins et tout. Mais c'est comme tu dis, ça fait comme une boucle, quelque chose de... Je me sens à ma place quand même, puis je reviens là-dessus, le fait d'utiliser tout ce qui était dark, qui était noir et tout, puis que là, aujourd'hui, ben ça transforme, ça améliore les services, la qualité des services, c'est vraiment stimulant. Avec, comme intervenante, puisque c'est le gros de ma job, je suis en train d'apprendre mon métier. Ça fait juste 1 an, là. Puis c'est un métier qui est pas tant que ça reconnu, c'est-à-dire intervenant sur savoir la paire aidance, ça c'est en train de s'installer. Puis oui, moi non plus, je ferai pas de PR pour aller à l'IDQ, mais je vais en faire quand même. Le projet de valorisation du savoir expérientiel est extraordinaire pour ça, parce que il regarde toutes les implications au Québec où les gens engagent des gens sur leur savoir expérientiel, puis comment on peut améliorer la pratique et tout. Je dis, tu sais, c'est nouveau, c'est pas évident pour les équipes qui sont avec nous, qui sont pas des sur savoir expérientiel, même si c'est des équipes hyper bienveillantes, des fois ils comprennent pas que notre approche ça peut être différente, tu sais, puis c'est comment présenter ça, mais je rêve qu'un jour, ce qu'on fait, ça soit reconnu comme... la seule image qui me vient, c'est les sages-femmes, le combat des sages-femmes. Tu sais, les sages-femmes, c'est pas que c'était meilleur que les médecins, c'est différent. Il faut reconnaître notre différence, notre rapport, notre spécificité. C'est complémentaire, mais ça serait le fun un jour que les personnes détenant un savoir expérientiel soient reconnues au même titre que les sages-femmes en médecine. Puis comme intervenante, ben j'essaie de redonner ce qui a marché avec moi. Là, j'essaie de pas avoir de relation de pouvoir, de un, mais ça c'est facile. Là. Je suis très amie avec eux, c'est très facile, le lien est super facile, mais j'essaie, tu sais, comme moi, ce qui a marché pour moi, c'était pendant que je consommais de mettre de la vie, de leur donner un droit à l'existence, parce que souvent, ils se présentent et ils sont seuls, isolés, comme j'étais. C'est exactement un jeu de miroir, là, exactement comme j'étais. Ils sont seuls, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus rien. Puis moi, j'essaie de redonner droit à l'existence, une valeur, une estime à ces gens-là qui ont le droit à la santé, mais qui ont aussi le droit au plaisir, qui ont le droit au travail. Tu sais, je fais rire mon équipe, mais j'aimerais ça les amener à Cuba. C'est un exemple, là. Mais parce que pour moi, c'est important qu'ils vivent des expériences positives, constructives. Ils existent. Puis je veux pas qu'ils attendent d'être abstinents pour fonctionner. C'est maintenant la vie. Puis moi, c'est ça qui a marché pour moi. Puis j'essaie d'un peu de redonner ça, tu sais, dans mon approche avec les résidents. Puis, ouais. Moi, je vais poser sur le film parce que moi, j'ai commencé, en fait, à Iris Estrie. J'étais père et éducatrice parce que moi, je consommais plus. Mais j'utilisais mon savoir. Mais après, j'ai été engagée à l'Université de Sherbrooke comme une vraie personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Caroline Leblanc, que vous connaissez, là, qui a fait la recherche sur l'itinérance à Montréal, sur le non-recours aux hébergements d'urgence à Montréal. Puis je faisais partie de cette recherche-là avec elle. Et elle m'a dit, écoute, on cherche des acteurs à l'université pour acter des mises en situation. Wow. Puis j'ai dit, OK, c'est correct. J'étais curieuse, je suis toujours curieuse, je vais voir. Fait que, ben oui, ils engagent des acteurs, mais là, ils ont commencé, l'université, à penser que ça serait peut-être bien d'utiliser les vraies personnes. Donc maintenant, je me fais appeler le cours vraies personnes. On n'engage plus des acteurs. On m'appelle pour acter des situations que j'ai vécues dans les cours en travail social. Fait que j'avais ça comme implication, puis je trouvais ça très drôle parce que j'étais avec des acteurs, puis je disais eux-mêmes, j'ai dit non, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Fait que là, je les ai challengés, fait qu'ils sont allés chercher d'autres personnes, on est 12 personnes, que l'université vient nous chercher par rapport à, ils connaissent nos vécus, on a fait comme un folio de notre vie,
ah tiens, on a besoin d'une personne qui a été à DPJ, un autre problème de consommation. Bref, ils choisissent le monde, puis je suis encore affiliée à ces gens-là, parce que je trouve tellement que l'expérience est riche. Comment dire, les écoliers, les étudiantes, ils nous posent tellement de questions, c'est tellement riche, puis ils le disent eux-mêmes, ils n'ont jamais eu cette interaction-là avec les acteurs, tu peux pas, ils l'ont pas vécu, là on peut répondre du tac au tac, tu sais, fait que c'est vraiment riche. Puis, bien évidemment, on est venu me chercher quand j'ai arrêté de travailler chez RIS, parce que j'étais en burn-out. Après 3 mois, j'ai eu une chercheure qui m'appelle chez moi, qui me propose un travail. Je fais comme, OK, mais là, je suis quand même un peu échaudée question salaire, fait qu'elle m'a offert le double du salaire que j'avais. Fait que j'ai dit, je peux pas refuser. Non. Fait que j'y suis allée, fait que j'ai mis un pied vraiment dans la recherche à l'Université de Sherbrooke, c'était dans la GID. Fait que depuis la GID, je participe à des panels, des conférences, puis je voulais dire, j'aime participer parce que j'ai beaucoup fait le deuil de ma vie. Moi, c'est pas mal tout réglé, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de ma vie, je vais un peu plus loin dans mes confidences puis dans mon dévoilement. Puis ça, à chaque fois, moi, ça m'apprend à qui je suis, puis ça me fait du bien. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « je fais un panel », je dis « je vais y aller ». Ben oui. Parce que justement, ça me donne un baume sur mes blessures, puis j'apprends à vivre. Tu sais, il faut les exprimer, ce qu'on a vécu, fait que c'est important, ça nous fait du bien. Fait que je suis rendue là dans mon implication. Moi, je cherche à être impliquée, puis à être conférencière. Partout où il y a de la place, je m'émesse, puis oui. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. D'une fois à l'autre, on découvre d'autres parcelles. Tu sais, comme je l'ai fait ici dans l'épisode 1, puis encore là, que ma consommation, pour moi, tu sais, je voyais ça comme un... Bien, c'était ça, un bloc de noirceur, d'échecs, de honte, etc. Puis à un moment donné, c'était un participant qui lève la main dans une conférence, puis il dit « Ben oui, mais pourquoi tu as consommé? » Puis là, je fais « Pourquoi c'est si négatif que ça, là, c'est quoi? » Puis j'avais comme omis la partie plaisir du début, tu sais, puis là, c'est comme... Tu dis, tu sais, c'est comme des morceaux de puzzle qui étaient tous éparpillés dans ma vie. Puis là, je suis en train de retrouver un sens, une façon de voir ma vie, puis qui a un sens, puis que toutes les parcelles. Puis là, je devais admettre, puis c'est ce fois-là, c'est cette journée-là, que j'étais là, ben oui, c'est vrai, quand j'ai commencé à consommer, j'étais quelqu'un de dépressif, tu sais, j'étais pas une bonne maman dans mon esprit déjà et tout, mais là, que je prenais de l'héroïne, puis là, j'avais tout d'un coup de l'énergie pour aller danser au parc, je faisais des biscuits, là, j'étais une maman tout d'un coup sur l'héroïne, tu sais, mais au début, ça n'a pas duré longtemps, cet effet-là, là, mais, tu sais, mais c'est comme si dans mon récit de vie, c'était tout noir, tu sais, puis là, mais pourquoi tu as commencé d'abord? Fait que ça nous pousse souvent à voir plus de choses sur nous, à découvrir des choses sur nous, puis à leur redonner un sens, puis à tout construire notre identité à travers ça. Ben, le titre, là, on a dit, on fait ça permanent. Puis je me rends compte que moi, j'utilise, tu sais, pourquoi je chante les Schtroumpfs et que c'est ma seule chanson, c'est que maintenant, je suis heureuse. Moi, toute ma vie, j'ai désiré, j'avais pas un vœu dans ma vie, c'était d'être heureuse. Fait que depuis 6 ans, je suis heureuse et je chante les Schtroumpfs. Ah, j'aime ça. C'est une très belle finale aux réponses à ces questions. Merci. Merci à vous trois. Puis s'il y a 2 choses là, que je peux ressortir un peu de la conversation, c'est que, tu sais, je pense souvent, quand on consomme, des fois, quand on était dans la rue ou dans nos milieux, on a vu tellement de monde mourir, on n'a tellement pas vu, tu sais, de gens être capables de retourner dans leur vie puis tout ça, mais je pense que des fois, il y en a que c'est ça qu'on voit juste plus. Puis je pense que de voir des gens comme nous, tu sais, de vous voir, ça me donne espoir que... Puis je pense que ça donne espoir à beaucoup de monde qui sont alentour aussi de nous, d'avoir des exemples qu'on est capable de faire des grandes choses, là. Tu sais, quand on était jeunes, qu'on avait des rêves de comme parler devant du monde ou être acteur ou tu sais, whatever, puis là, de comme le faire, puis de voir qu'on est capable. Et non seulement on est capable, mais les gens nous rappellent pour le faire, puis ils nous payent, puis c'est vraiment valorisant. Fait que c'était la deuxième chose, là, tu sais, d'être capable de faire des choses qu'on n'aurait pas cru vraiment. C'est vraiment, vraiment wholesome. Ça fait du bien, puis
sais, je pense que beaucoup de gens, quand on consomme, c'est une quête du bonheur. Oui. On le fait peut-être pas de la bonne manière, mais on veut juste être bien, tu sais, au final. Puis ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un dire « Je suis heureuse ». Parce qu'on dirait toute ma vie, j'ai tellement juste entendu le contraire, puis c'était tellement dur, puis moi aussi, je cherchais le bonheur, puis j'étais comme « Pourquoi je suis pas heureuse? Pourtant, tu sais, mais c'est ça. Je pense que faire qu'est-ce qu'on fait, ben ça peut nous rendre heureuses, puis donner exemple à des gens qui l'ancien nous, là, tu sais, qui pensaient que c'était pas faisable, là, comme... Ou qu'on Valérie. Ouais. Ouais. Puis tu as raison, on est, veux pas, des porteurs d'espoir. En tout cas, en intervention, on devient porteur d'espoir. Qu'on me le dise carrément, les résidents. Tu as réussi, comment tu as fait. Puis ça les stimule, ça les met en mouvement. Puis c'est chouette. C'est fou, on était à cette place-là. Ben oui, tu ça sais. fait 5 minutes Fait que que j'étais là. c'est... Ouais. Ouais. Faut tenir bon, on est bonne. Oui. Fait que la prochaine question. Quels sont les bénéfices et les retombées que cela a eu dans vos initiatives ou du côté personnel? Donc, on parle ici des côtés positifs et peut-être des trucs que... Moi, je vais y aller. Vas-y. Si j'y vais dans, tu sais, les retombées, supposons, OK, là, c'est mon côté recherche là, qui parle, mais comme, supposons dans les initiatives que j'ai mis en place là, de recrutement, puis les stratégies, puis tout ça, puis les outils que j'ai bâtis, puis, ben, c'est aller chercher 46% des nouveaux participants du projet. Tu sais, c'est quand même... Moi qui arrive de Francis Moreau, 4 ans avant, tu sais, c'est quand même hot, là, je tiens à le dire. Puis là, ça fait que je peux écrire mon article, puis tu sais, je veux dire, fait que ça, c'est chiffres et académique, mais c'est quand même, je veux me le donner parce que, ben c'est ça, parce que j'ai vraiment travaillé fort, puis aussi que ça marche d'impliquer des personnes avec savoir expérientiel. Tu sais, c'est sûr que ça, tu sais, on a toutes différentes forces, puis tout ça, mais comme ça peut être une des retombées pour les chercheurs ou pour les personnes, tu sais, qui nous engagent. Je vois aussi par rapport à, tu sais, comme tantôt tu parlais tu sais, de redonner de l'espoir, comme toutes les fois que j'allais dans clinique mobile ou à Berry, puis que je revoyais des personnes, puis il y en a un en particulier, ça fait comme 25 ans qu'il est à Berry, puis il était comme Crimsa, il nous faut d'autres mondes comme toi, tu sais, ça nous donne l'espoir qu'on peut s'en sortir, puis comme we need more of you, genre. Ouais. Fait qu'il y a ça de tout voir le bien que je peux faire à un autre être humain qui souffre, puis d'être là pour l'écouter, puis d'être profondément empathique à ce qu'il dit, puis de comprendre ce qu'il dit. C'est sûr que l'envers de la médaille, c'est que des fois, j'absorbe leur souffrance, tu sais. Fait que je pense que quand on est une personne avec, en tout cas, je vais parler pour moi, mais comme il faut des fois que je dose, tu sais, que j'aille pas trop, il faut pas que je sois trop avec les personnes qui sont encore dans souffrance parce que ça vient trop me chercher. Fait que c'est ça. Avec le temps, j'ai trouvé un équilibre là-dedans. Les retombées au niveau personnel, c'est vraiment que ça, tu sais, oui, comme tu sais, je pense que c'était l'épisode 1, whatever, je parlais comme des 12 étapes puis tout ça. C'est sûr que ça m'aide à maintenir mon abstinence, mais aussi quand je sens que je fais du bien puis que mon vécu est valorisé, puis tu sais, tu parlais aussi tantôt que le plus que t'en parles, le plus que la honte elle se dissout, si on veut. Ben moi, il y a des choses qu'il y a 3 ans, comme je disais pas que j'avais eu l'hépatite, je disais pas que j'avais fait de la prostitution, que j'avais eu des problèmes de justice. Tu sais, c'est graduel au fur et à mesure que ça soit partagé. Fait que ça m'aide à me pardonner, à rebâtir mon estime. Ça m'aide aussi à maintenir mon... Tu sais, supposons, tu sais, à part le fait que sûrement très rapidement, je retournais consommer, comme j'ai tellement d'engagements sociaux puis professionnels maintenant que, tu sais, c'est comme je perdrais tout en une semaine, là, tu sais, fait que non, là. Puis aussi, aussi bien, tu sais, la relation avec mon fils, que je vois, tu sais, mon fils il est super épanoui, puis tu sais, cet été, on était au Jeux du Québec, puis je suis là pour l'encourager, puis je peux y offrir comme un programme de sport-études, puis il est bolé à l'école, puis il me dit, tu sais, maman, je suis tellement fière de toi, puis
tu sais, il me dit, d'un début, il me disait, tu sais, si tu retournes, il dit là, je comprends qu'avant, tu n'étais pas capable d'arrêter. Tu sais, il m'a dit ça il y avait 11 ans, là. Je comprends que tu n'étais pas capable d'arrêter de consommer, mais maintenant, si tu y retournes, ça va être un choix, maman, parce que maintenant, tu vas bien, tu sais. Oui, puis, tu sais, c'est beaucoup de conversations avec lui que j'ai eues comme ça, puis cette année, il m'a dit, parce que son père il est décédé d'une surdose, il m'a dit, tu sais, maman, si tu étais morte, là, ben je serais orphelin aujourd'hui. Tu sais, puis je suis vraiment content que tu sois pas morte, tu sais. Puis là, puis je suis fière de toi que tu as arrêté de consommer. Puis quand j'ai, tu sais, dans les fraternités anonymes, quand j'ai eu mon 3 ans, il m'a dit, maman, est-ce que je peux venir te voir avoir ton gâteau, genre? Puis j'étais comme, oh. Oui, puis tu sais, j'y avais jamais comme imposé ça, mais comme je vois qu'il est comme, tu sais, il est fier de moi dans le fond, là. Fait que je trouve ça hot, là. Fait que c'est beaucoup de retombées positives, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est quelque chose. Les enfants, la famille. Mon père est super fier de moi aujourd'hui. Ma fille, il y a eu des périodes où, tu sais, puis je comprends, là, sa sécurité, c'est son mécanisme de défense, elle m'a tassé complètement, tu sais. Puis à Noël, elle nous a reçus, puis j'ai écrit un petit mot, puis je l'ai remercié et tout. Puis j'ai dit, tu vas faire une bonne maman, parce qu'elle veut devenir maman bientôt. Puis elle m'a écrit, elle dit oui, puis elle dit, toi, tu vas faire une bonne grande maman. Ben, pour moi qui pensais même plus avoir de relation avec ma fille, de penser qu'un jour, ça va me faire assez confiance pour que je sois que je puisse jouer le rôle de grand-mère. Ça en est une retombée. Les retombées personnelles sont immenses. Mon papa qui dort maintenant, sa blonde me l'a dit, il dormait pas. Il avait toujours peur que le téléphone sonne, puis que... Ouais. Donc, ouais, moi, je pense que ça m'apporte plus que ce que j'apporte. Oui, j'apporte des choses, mais de travailler dans le milieu, c'est... je les aime, les personnes. Puis j'ai l'impression aussi que quand je les aime, malgré toute leur situation et tout ça, c'est... Je comprends pas encore le concept d'autocompassion, là, mais je pense que la seule façon que je me répare ou que je me pardonne, c'est quand je suis bienveillante puis que j'accepte la personne là où elle est en ce moment, dans les mêmes difficultés dans lesquelles j'étais. Je suis pas encore rendue au pardon, mais comme ça, j'ai l'impression qu'en les aimant un peu, je m'aime un petit peu, tu sais. Fait que ça m'apporte énormément. Puis il y a toujours plein de retombées. J'ai monté une bibliothèque vivante dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri à l'automne dernier. Bibliothèque vivante, c'est les gens, au lieu d'emprunter un livre, ils empruntent un humain. J'avais des belles personnes qui avaient vécu en situation d'itinérance. Puis ça a été un grand succès. Puis là, la semaine dernière, il y a un gars qui m'appelle, il dit « Hey, j'étais à ta bibliothèque et tout, je suis étudiant pour devenir pharmacien à l'Université de Montréal. » Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux de parler avec des gens qui ont vécu ces situations-là. Puis je me rends compte que parmi les étudiants, ce qui va être les futurs pharmaciens, il y a beaucoup de stigmas et tout. Puis, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec un de tes livres? Parce que je veux faire une mini-capsule. Les profs vont embarquer, puis on va pouvoir diffuser ça. Puis, il dit pas juste pour les étudiants en pharmacie, mais les futurs infirmiers, les futurs médecins. Fait que, tu sais, toutes les petites pièces, des petits chemins qu'on avance, des petits outils qu'on crée, tout ça, les petits événements et tout. Finalement, ça a des fois plein de retombées pour continuer à déstigmatiser. C'est super important. C'est important je suis plein de gratitude envers les professeurs d'université qui commencent, M. Fallu pour pas le nommer, qui a fait son coming out en disant oui, je suis professeur d'université, oui, je consomme, j'ai des amis juges. Parce que, tu sais, les politiques qui vont changer quand l'opinion va changer, là, c'est relié. Puis il faut vraiment changer l'image que les gens ont de la dépendance parce qu'on peut... on en est des preuves vivantes. Là, on peut redonner, on peut être fonctionnel. Puis il y en a qui travaillent en consommant. C'est pas mon cas, je suis pas capable. Mais il faut changer cette image. C'est important. La déstigmatisation, moi je pense que c'est le premier pas. Pour pouvoir se reconstruire, il faut que tu te vois pas comme une merde, passez-moi l'expression. Il faut que tu te vois comme quelqu'un de digne. Puis pour ça, tu as besoin d'un reflet. Puis je pense que c'est ça ma contribution, c'est d'essayer de transformer cette image négative. Ouais.
Ben, quoi rajouter après ça? Tu sais, c'est tellement ça, moi aussi, c'est de redonner à la société. Puis je me souviens des fameuses 2 années où j'ai essayé de m'en sortir. Moi, je croyais que depuis que je suis haute comme 3 pommes, que je vaux rien. C'est pour ça que je me suis fait vivre ça. C'est parce que je valais rien. Donc, quand j'ai arrêté de consommer, j'ai commencé à voir que je valais quelque chose. Donc, pendant ce 2 ans-là, je me disais, est-ce que je peux tourner le bien en mal? C'est un désir que j'avais. Puis je me rends compte que maintenant, c'est ce que je fais. Ce mal-là, je l'ai tourné en bien, je le donne, je le passe au suivant. Mes connaissances, mon senti, ce que j'ai vécu, servent à quelqu'un d'autre. Puis ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Tu parlais de mon enfant. Moi, mon fils m'a écarté à l'âge de 15 ans, puis il dit « Je veux plus pas, là, parce que trop honteux. » Puis ma première année que j'ai arrêté de consommer, tous les jours, je le chattais, mais il me répondait pas. Il m'a accepté comme ami sur Messenger. Mais il m'a accepté, fait que moi, j'ai tenu le monologue pendant 1 an. Puis, un moment donné, j'ai décidé de l'inviter au restaurant et mon frère, qui connaît bien mon passé, une partie en tout cas, a parlé à son filleul, qui est mon fils. Et quand je l'ai vu au restaurant, la première question qui me brûle aux lèvres, c'est « Est-ce que tu m'en veux? » Et le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est « Non, tu m'as protégé en n'ayant pas été à côté de moi, puis le fait que tu te pousses de moi m'a protégé, j'ai été aimé. » Donc, qu'est-ce que pour une mère, qu'est-ce qu'on attend de plus que ça de son enfant? C'est qu'il ait été protégé puis entouré d'amour. Donc, ça, pour moi, c'est d'avoir donné ça puis d'avoir fait la connaissance de mes 2 petits garçons qui sont maintenant adolescents. Pour moi, ça vaut. Fait que je dirais que pour la société, je ne sais pas encore ce que je leur donne. J'imagine que je fais de l'éducation en partageant mon vécu. Mais les retombées face à moi, elles sont énormes. Énormes parce que je me vois transformer, j'apprends qui je suis. Il est temps, là, à 50... Quel âge je suis? J'ai 51 ans, 50 ans, là, je suis dans ces eaux-là. Mais je me dis, il est temps que j'apprenne à savoir qui je suis, puis je prends de plus en plus d'assurance. C'est-à-dire, au début, je partageais mes choses, puis c'était à clutch, puis on me rémunérait pas. C'était parce que je voulais bien le faire. Puis après, j'ai commencé à voir le coût que ça avait, parce que des fois, je suis dans l'émotion, on vient chez nous, on est brassé, surtout les premiers temps là, qu'on le fait. Fait que j'ai comme fait, attends une minute, là, j'ai appris sur ce qu'il fallait que je fasse, à mettre un filet de sécurité alentour de moi. J'ai tassé des gens de ma propre famille, j'ai tassé des gens. Maintenant, je choisis ma famille, qui est proche de moi, qui n'est pas nécessairement de mon sang. Fait que j'ai appris ça surtout. Mon savoir m'a appris ça de me protéger avant tout. Parce qu'il n'y a personne qui va nous protéger, il n'y a personne qui va lever la main parce qu'on est épuisé. C'est vrai que on dirait un des choix qu'il faut qu'on fasse, je pense, quand on est en rétablissement ou quand on veut mieux aller, même en dehors de la dépendance des drogues, c'est de choisir notre entourage. Puis je pense que des fois, quand on n'a pas une bonne estime de nous, on s'entoure parfois de gens qui nous font mal, mais qui ont mal eux aussi. Là, personnellement, quand j'ai commencé les ateliers sur le deuil, surtout à cause des surdoses, mais aussi à cause d'autres conséquences face à la guerre à la drogue. C'était tellement important pour moi. J'ai tellement perdu d'amis. J'avais tellement de guilt, le survivor's guilt, je l'avais vraiment. Puis c'est comme pourquoi moi je suis en vie, puis genre tous eux autres sont morts. Puis c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Ben faire les ateliers sur le deuil, puis d'aider les gens, puis de rémunérer les gens pour qu'ils viennent prendre soin d'eux. Quand est-ce qu'on a le temps de prendre soin de nous quand on est en train de courir après notre argent? Je trouve que l'idée de tapage, le travail à la journée, c'est super. Ben moi, dans mon sens, c'était comme, OK, on va faire un peu ça avec le budget qu'on a. J'aimerais ça y payer plus, là, mais comme que le monde ait 2 heures qui sont rémunérés, qui prennent soin d'eux, puis ça a des retombées. C'est fou, tu sais. Ça me fait tellement plaisir, tu sais. Quand j'ai travaillé avec Moms Up the Arm, tu sais, je veux pas trop parler de la personne parce que je veux pas l'identifier, mais il y a une personne qui venait au début
comme personne pour parler de son deuil, de son enfant. Après ça, a fait de l'animation d'atelier et maintenant va à l'école pour aller en psychothérapie pour le deuil. T'sais, de voir comme quelqu'un que nos projets, ça les change, c'est incroyable, tu sais, en tout cas, ça nous fait sentir certainement mieux avec tout ce qu'on a vécu auparavant. Fait que merci pour votre partage. Puis j'avais une question pour vous. En tant que femme, y a-t-il quelque chose qui est différent dans votre parcours, soit en relation, soit la façon de consommer? Tu sais, souvent, on est invisibilisé. Moi, c'est con, mais je me rappelle, les petits gars, ils faisaient du squeegee, moi aussi. Les petits gars se faisaient full écœurer par les cops. Moi, c'était comme, s'en fout, elle fait rien, c'est une femme. Tu sais, j'ai vendu de la drogue, puis jamais qu'ils s'en calissent de moi, les cops, là, tu sais, c'est comme... Fait que, puis ma relation avec les hommes aussi, à travers de la consommation, il y a eu des hauts, puis il y a eu des bas. Pour vous, y a-t-il quelque chose qui marque votre cheminement, votre consommation en étant des femmes? Mais j'aurais envie de dire, tantôt, Janine, elle disait, quand finalement la police t'a arrêté, puis c'est là que tu as commencé ton processus de guérison, de rétablissement, tu as dit, mon chum était chez nous parce que lui, il faisait pas de vol, il volait pas. Puis on s'est tous regardés parce que j'ai eu la même chose avec un partenaire de consommation. C'est moi qui faisais la prostitution, c'est moi qui allais voler. Lui, il restait à la maison. Moi, je faisais ça en manque, en plus, en manque d'opioïdes, en transpiré, tout ça, je faisais tout ça. Puis je ramenais ça à la maison. Tu sais, je sais pas. Puis je ne veux pas mettre la faute sur les hommes, là, mais je pense que parce qu'il m'a jamais demandé ça, mais je l'ai fait spontanément. Je sais pas, naturel, je sais pas pourquoi. C'est questionnant ta question. Là, je réfléchis vraiment à voix haute. Puis prendre soin des autres. Pourquoi j'ai fait ça? As-tu une réponse? Ceux qui l'ont fait aussi, pourquoi on fait ça? Moi, personnellement, c'était beaucoup la dépendance affective, là, puis le désir de plaire à l'homme. Là. Moi, comme toutes mes premières consommations, la première fois que j'ai touché à toutes les substances, ça a tout le temps été un chum ou quelqu'un que je fréquentais qui me l'a présenté. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que je suis une victime du tout. C'est juste un pattern. Puis que je voulais entrer dans le buzz avec lui, je voulais qu'il m'aime. Fait que ça a tout le temps été ça. Aussi, tous mes premiers modes de consommation, première fois que j'ai puffé du crack, première fois que je me suis injectée, ça a toujours été des partenaires qui me l'ont fait ou qui m'ont montré comment. Aussi, par rapport à... Je me rappelle quand j'étais à Berry, on dirait que toutes les filles se fiaient tout le temps sur comme leur pimp ou comme sur un gars pour tu sais, ils étaient beaucoup dans la séduction pour avoir la dope, tout ça. Puis moi, j'étais vraiment comme on my own. Puis je trouvais tout le temps des moyens de me faire de l'argent parce que je voulais pas me rabaisser. J'étais comme, c'est pas vrai que en plus, comme, je vais te vendre mon corps puis que je vais être obligée de consommer avec toi. Genre, hey, oublie ça. Fait que j'étais très créative dans mes moyens de faire de l'argent, puis c'était pour moi, puis c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est en tant que mère qui consommait, ça m'a pris beaucoup plus de temps à aller chercher de l'aide, de la honte. Moi, j'avais peur de perdre mon fils. Tu sais, c'est tellement mal vu, une mère qui consomme. Fait que moi, j'ai eu la chance d'aller à Portage Mère-Enfant avec mon fils, puis c'est un programme qui a changé ma vie, là, vraiment. Puis j'ai pu être en thérapie avec mon enfant. Tu sais, on avait notre petit appart, puis après, je suis allée dans des appartements supervisés il y avait 5 ans. Puis c'était extraordinaire comme programme, mais tu sais, il y avait juste 27 places. Fait qu'il y avait 27 mères pour tout le Québec, tu sais. Fait que ce genre de programme-là, c'est hyper important. Puis même pour des pères monoparentales, tu sais, moi, j'ai connu des gars à travers le temps qui étaient comme, ben là, ils n'ont pas ça pour les pères. Puis comme c'est sûr que l'enfant va être avec la mère, mais comme, en tout cas, pour les parents qui consomment... Il devrait avoir plus de choses. Oui, puis moi, j'ai vu des miracle stories de ce programme-là, là,
Des mères qui ont repris leur enfant, qui sont intervenantes aujourd'hui, parce que Portage engage beaucoup des anciens résidents, fait que c'est vraiment... en tout cas, fait que, oui. C'est ça. Moi, je me suis sentie parce que j'étais une femme, pour la même consommation, le même délit, j'étais plus jugée, soit des policiers, soit des gens de la société. On aurait dit que parce que j'étais une femme, j'étais doublement stigmatisée, puis de me ramasser en plein hiver, tu gèles, t'as pas le goût de coucher dans la rue parce qu'il fait moins 25, moins 30, puis que tu te ramasses chez un gars, puis qu'il te demande une pipe pour te coucher tranquille. Ben, j'avais pas tant le goût, là, tu sais. Fait que de me ramasser, ça, c'était spécifique aux femmes, là, tu sais. Puis ils disent que quand ils ont fait le premier décompte d'itinérants et itinérantes à Montréal, j'ai éclaté de rire, là. Je trouvais ça loufoque et ridicule. Les chefs qui nous ont sortis 3000, là, je me disais, ils étaient où les femmes là-dedans, là? Ben, les femmes étaient toutes déjà à quelque part faire du couchsurfing ou je sais pas où, là. Ouais, absolument. Puis, ou dans leur voiture. Fait que je trouve que l'itinérance puis la consommation des femmes est cachée parce que déjà, on est doublement stigmatisé par la société. Puis moi, j'ai toujours été toute seule parce que c'est justement à cause de ce regard-là sur moi. Fait que je me souviens, quand j'ai arrêté de consommer, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder en face de moi. Parce que toute ma vie de consommation, c'est à terre que je regardais. C'est tellement vrai, là. Fait que je sais pas si c'était parce que j'étais une femme, mais moi, j'ai senti ça très... Puis le regard de la société face à moi, on aurait dit qu'ils voyaient que j'étais en détresse puis en consommation. Fait que je trouvais que cet impact-là sur moi et sur les autres femmes que je connaissais était à double tranchant, je dirais. Puis double fois, tu sais, comme une deuxième couche, là. Maman. Merci de vous être ouverte. C'était pas une question évidente, puis les précédentes non plus. Je veux vraiment nommer la force que vous avez de partager ça pour vrai, de vraiment prendre le temps, puis vous êtes vraiment ouvert. Merci. Puis j'espère que les gens qui vont visionner ça vont savoir apprécier tout ce que vous avez dit, puis dans l'ouverture que vous l'avez fait, vraiment, c'est comme une perle rare. Donc, c'est ça, c'est ce qui conclut notre entrevue. Vraiment, merci encore. Merci à nous. Merci. Merci, Mélodie. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Bravo. Bravo. Good job. Capable? Ah oui, c'est bon. Ben oui. Ben oui. C'est ça intéressant de l'extérieur? Ben oui. Ah oui. Mais elle a